Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et j'ai le plaisir d'accueillir Luc Montagnier, biologiste, virologue. Luc Montagnier, j'allais dire cette phrase cliché, on ne vous présente plus, mais qui ne connaît pas Luc Montagnier? Je rappelle que vous avez été depuis le CNRS en 1960. Je rappelle que vous avez été professeur pendant près de 30 ans à Pasteur, donc vous avez créé le département d'oncologie virale. Je rappelle que vous avez été mis à la retraite à 65 ans, parce que à l'époque, en France, on mettait à la retraite à 65 ans, comme si après 65 ans, on n'a plus les disponibilités de diriger un laboratoire. Aujourd'hui, qu'on voit qu'on parle de retraite à 67 ans, mais c'était ainsi. Voilà, Luc Montagnier, donc, ne pouvait plus diriger un laboratoire parce que la retraite était à 65 ans. Toujours intéressant de rappeler ceci. Et donc, qui l'a repris? Eh bien, New York, le Queen's College de New York, un des plus grands collèges de New York, où il a dirigé le centre biologie moléculaire et cellulaire de 1997 à 2001. Et puis, il a été, eh bien, aussi Shanghai, Institut de recherche de l'Université de Shanghai. Et je rappelle quand même, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ou qui ne l'ignoreraient, qu'il a été, avec Françoise Barré-Sinoussi et d'autres, prix Nobel de médecine en 2008. Et je rappelle qu'il a été l'un des découvreurs, le découvreur en 1983 du virus du sida. Et effectivement, il a poursuivi son activité, il la poursuit encore. Il est donc, je rappellerai, un virologue, un biologiste moléculaire. Il a fait des recherches sur l'ARN et des recherches très très suivies sur les maladies de Creutzfeldt-Jakob, sur le sida également. Et puis, il y a eu ensuite, dans les années 2010, etc., vous avez commencé à vous parler du virus, et puis il y a eu, Luc Montagnier, le problème, vous avez commencé à être très contesté, surtout depuis 2 ans. Et je me rappelle encore que ici même, on vous avait eu à l'antenne, mais vous n'étiez pas venu en studio, mais on vous avait eu au téléphone. Et vous aviez émis l'opinion que peut-être ce virus du Covid-19 pouvait avoir fui d'un laboratoire en Chine. Et on vous avait traité de tous les noms. Il est complotiste, presque charlatan, qui dit n'importe quoi, et qu'il y ait des séquences du VIH dans le génome du Covid-19, et c'est n'importe quoi, etc., etc. Et puis d'un coup, aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens ont repris, en tout cas, cette hypothèse de la fuite du virus a été repris dans des journaux aussi connus que le New York Times et autres, et par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé elle-même n'a pas été en marge de cela. Alors, je voudrais justement parler avec vous. Vous avez cette controverse, vous êtes très controversé, mais justement, vous avez été, en tout cas dans votre cohérence à vous. Et aujourd'hui, professeur Montagnier, où on en est exactement? Alors, on en est dans une situation très sérieuse. Alors, pour parler de l'origine du virus, bon, on ne la connaît pas encore, bien sûr, dans les détails, mais enfin, on commence à avoir une idée, n'est-ce pas? Et on peut penser qu'il y a des choses imprévues, enfin non attendues par les chercheurs chinois. C'est une affaire chinoise au départ, et il y a des mouvements qu'on peut suivre, mais qui rapprochent ou éloignent de l'hypothèse du coronavirus nouveau. C'est-à-dire, oui, très probablement, ils ont travaillé sur des schémas venant des virus des chauves-souris. Mais bien sûr, il y a des constructions nouvelles, si vous voulez, à partir de la chauve-souris, qui permettent le passage à l'homme. Exact. Juste, je vous interromps, professeur Montagnier, parce qu'on sait quand même depuis, il y a eu des informations. On sait que le professeur Anthony Fauci, le monsieur santé de Trump à l'époque et de Biden, il a lui-même reconnu qu'il y a eu des travaux d'activation du virus dans les laboratoires chinois financés par les Américains. Oui, vous savez. Il y a une grosse participation, au moins financière, américaine, probablement aussi technique, dans cette affaire.
Et donc, au début, on a un virus chinois, et après, on a autre chose. Hein, c'est-à-dire des nouveaux variants qui apparaissent à partir du virus chinois, mais qui sont assez éloignés de sa structure de départ. Donc, on peut dire que l'affaire n'est pas close. Ouais. Et bien sûr, plus le temps passe, plus les gens parlent, n'est-ce pas? Donc, on finit peut-être par savoir la vérité. Mais ça va prendre du temps. Peut-être un jour. Ça va prendre du temps. Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est quand même dans une situation très sérieuse à l'heure actuelle. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que ces nouveaux variants donnent des effets secondaires. Même le virus de départ donne des effets secondaires. Et des effets immédiats, qui sont supportables, si on peut dire. Mais ensuite, des myocardites, des effets cardiovasculaires, et qui tuent. Il y a des gens qui meurent de ces myocardites, des effets du vaccin. Alors justement, c'est le point on entend beaucoup parler de cela. Alors justement, professeur Montagnier, beaucoup de gens vous disent mais c'est rien, c'est 1 sur 1 million ou 10 sur 1 million, ça pourrait se passer ailleurs. On parle des myocardites, on parle des AVC, on parle de sportifs, vous avez vu, qui sont tombés. Exactement. Et on dit oui, mais enfin c'est une infime minorité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien, moi j'ai mon éthique, je suis médecin, chercheur de formation. J'ai mon éthique, toute mort par un médicament ou par un vaccin doit être comptée comme quelque chose de très sérieux. Et quand il y a plusieurs morts, c'est vraiment un problème. Ouais. Et donc je ne supporte pas l'idée qu'on dise le rapport bénéfice-risque, si vous voulez, vous avez des risques, mais le rapport bénéfice est bien meilleur pour les autres. C'est pas vrai. Parce que beaucoup de souffrance vient de cette conception. Alors, et je voudrais dire maintenant où on en est. Oui. On en est à la troisième phase. La troisième phase. Première phase, c'est les effets secondaires assez communs, mais qui ne durent pas très longtemps, mais qui donnent déjà des morts. Et vous avez ensuite les effets cardiovasculaires, mais maintenant vous avez l'effet des prions. Et je voudrais surtout vous parler de ça aujourd'hui. Alors nous allons parler des prions, absolument, après les informations. Nous allons avoir tout le temps, professeur Montagnier, de parler de ça, au contraire. Et vous dites que nous sommes à la troisième phase, donc quelle est cette troisième phase? On va prendre le temps d'en parler tout de suite après les informations. Et il vous reste 1 heure pour nous appeler au 0826 300 300 et poser vos questions au professeur Montagnier. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Le professeur Luc Montagnier, lui, il jette des pavés dans la mare. Il les jette depuis longtemps. Mais alors là, les derniers qu'il a jetés, elles sont très forts. Et il persiste et il signe. Oui, les variants peuvent être créés par les vaccins, dit-il. Oui, le coronavirus, est-ce qu'il n'est pas parti d'une séquence SIDA sur le génome? Mais d'abord, on va revenir à notre discussion, Luc Montagnier. Vous disiez première phase avec les malaises, deuxième phase avec effectivement des myocardites et autres accidents qui peuvent être mortels. Et troisième phase, disiez-vous, il faut parler des prions. Oui. Alors, de quoi voulez-vous, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont d'autres morts qui arrivent. Et ces gens sont morts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cette maladie est très rare. Normalement, quand elle est sporadique, c'est 1 cas sur 1 million. Et là, c'est un groupe déjà de 7 personnes, indépendantes les unes des autres, avec des médecins différents, qui sont atteints de cette maladie après, avec un facteur commun, après 2 doses de vaccin Pfizer. Voilà. C'est la deuxième dose que ça apparaît, des petits signes, et puis les signes généraux, véritablement
pathognomoniques de la maladie apparaissent. Mais et quand vous dites, alors, est-ce que cette personne, ça signifie vraiment quelque chose? Parce que on peut vous dire, oui, attendez, effectivement, Oui, mais elle existe, comme vous dites. Bien sûr, Est-ce une que personne. est-ce qu'on ne peut pas prouver que c'est causé Non, par les vaccins? On ne peut pas prouver, mais on a quand même à regarder cette hypothèse. Ouais. Puisque c'est le seul facteur commun entre ces personnes, c'est d'avoir reçu ces doses de Toutes vaccin. ont été vaccinées. Ouais. Toutes. Par le même vaccin. Alors, le même batch. oui. Alors justement, parlons de ça. Vous savez, je veux faire l'avocat des vaccinologues. Moi, je ne suis ni anti ni pro-vax, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, donc je ne me prononce pas, évidemment. Mais ça m'intéresse d'avoir ça, parce que d'un côté, d'avoir votre opinion, d'un côté, il y a, comme vous le savez, 3-4 milliards de personnes qui sont vaccinées aujourd'hui, pratiquement, enfin dans le monde. Il y a un certain nombre de cas, et vous l'avez dit, qui quand même posent problème, mais en grosso modo, on peut pas dire qu'il y a eu des hécatombes, et heureusement d'ailleurs, après la prise de vaccin. Et vous vous dites, mais ces variants dont on parle, on va parler de variants Delta, de tous ces variants qui sont succédés, vous dites, ils peuvent avoir créé par les vaccins, même ils ont été créés par les vaccins. Là aussi, expliquez-nous, parce que ça paraît énorme. Ben, c'est très simple, il y a deux facteurs qui jouent pour la mobilité du virus, c'est sa transmission très forte, très facile, Oui. et le pouvoir de mutation, le pouvoir de changer son génome. Parce que le virus est mutant, par essence. Et des mutants, mais des mutants coordonnés, disons. C'est pas une mutation ponctuelle, mais c'est un ensemble qui fait que le virus est un peu différent de son comportement des autres variants. D'accord. Alors, ces variants, ils sont donc sélectionnés par la pression sélective Oui. des anticorps, qui sont, je le répète, faits contre la souche de départ chinoise. La souche chinoise, oui. Et donc, vous avez... Près du micro, pardon. Relevez un tout petit peu votre micro, voilà. Vous avez donc ce pouvoir de changement. Et le virus choisit bien sûr des solutions qui permettent d'échapper aux anticorps. D'accord. Alors les anticorps, je crois, c'est une erreur stratégique majeure au départ d'avoir tout basé les vaccins sur ces anticorps, parce que les virus RNA justement sont très très changeants et peuvent facilement échapper trouver des solutions, si vous voulez, génomiques. Qui leur permettent de résister aux anticorps. C'est ce qu'on appelle les anticorps même facilitants. Il y a des anticorps qui, au contraire, facilitent l'infection par le virus. Vous voyez ? D'accord. Donc, on a affaire à une sorte d'organisme intelligent, si vous voulez, en face de nous. C'est pas quelqu'un de bête. Ouais. Et donc, il trouve des solutions que nous, on ne trouve pas. C'est votre seul point d'accord avec Delfrécy. Delfrécy a dit, le professeur Jean-François Delfrécy, le virus est très intelligent. Le virus est très intelligent et il y a des précédents. Moi, je pense à l'histoire de la grippe, n'est-ce pas ? La grippe, c'est pareil. La grippe trouve des solutions à chaque année pour échapper aux anticorps de l'année précédente. D'accord. Et donc, il y a eu des rêves au départ à l'Institut Pasteur pour créer des variants préventifs, on peut dire, prédictifs. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Donc, alors, mais vous, la conclusion que vous en tirez quand même, c'est que les vaccins, c'est-à-dire, ça ne protège pas de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ce virus du corona, ce coronavirus, les origines, on en reviendra, on saura peut-être un jour exactement ce qu'il en est, mais vous vous dites que l'immunité naturelle, la sérologie qui consiste à avoir ces anticorps, ne suffit même pas. Alors, qu'est-ce qui fait, comment pourrait-on, je ne dis pas stopper le processus, mais l'enrayer ? Eh bien, nous avons plusieurs armes contre les infections, notamment les infections des virus, et les vaccins actuels n'utilisent qu'une des armes, qui est celle donc des anticorps contre la protéine de surface. Or, il y a d'autres réactions immunitaires importantes, et moi j'ai proposé, et je crois qu'on me suit un petit peu là-dessus, le vaccin BCG, qui est un vaccin contre un dérivé assez inoffensif du virus de la tuberculose. Oui, le BCG. Pardon, pas du virus, de la bactérie. De la bactérie, oui, de la tuberculose. Oui. La bactérie,
Et ce vaccin crée une immunité dite cellulaire importante et qui marche aussi un peu contre le corona. On l'a vu, on sait que ça marche. On sait que ça marche, et les pays qui ont encore un BCG obligatoire, Ouais. en France, c'est rare, c'est Mayotte et la Guyane. D'accord. Eh bien, à Mayotte, il y avait un taux très très bas d'infection, et ceci a changé le jour où des ordres bureaucratiques ont demandé qu'on utilise les mêmes vaccins qu'ailleurs, et là vous avez eu un pic énorme d'infection. D'accord. Donc c'est une voie qu'il faut continuer, au contraire. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les vaccins qui marchent. Les vaccins actuels ne marchent pas, ne protègent pas contre la transmission, et protègent un peu contre les effets secondaires, mais je peux vous en dire, ce que j'ai appris par exemple aux États-Unis, c'est qu'il y a des États où on change, où il y a à la fois des personnes vaccinées, mais qui s'infectent par le virus. Ils sont infectés par le virus. Carrément, vaccinés et infectés par le virus. Ça existe, et ces personnes ne sont pas groupées comme infectées par le virus. C'est-à-dire qu'ils ont changé le nom. Ils ne sont pas comptés comme ayant été infectés par le virus, alors qu'ils le sont autant que les non vaccinés. Alors c'est un exemple de mensonge, si vous voulez. On est ici dans une radio qui parle vrai, et c'est très important. Mais malheureusement, l'ensemble des médias, des milieux médicaux, même aussi, n'est-ce pas, des gouvernements, sont complètement faussés par des informations fausses qu'ils ont créées ou continué à répandre. Et nous sommes... je vous en remercie beaucoup. Non mais Luc Montagnier, nous on entend tout le monde et on vous entend et vous êtes tout à fait légitime à être entendu. Le problème, de ce que vous dites par rapport à ça, c'est que au fond, vous dites, on le sait aujourd'hui d'ailleurs, ça ce n'est pas nouveau, on le disait, s'était complotiste quand on disait il y a encore 6 mois, 8 mois que le vaccin pouvait transmettre, effectivement que si on était vacciné, on n'était pas interdit de transmettre le virus ou de le recevoir, etc. Ça, aujourd'hui, c'est admis. Mais on continue à vous dire, oui, mais attendez, pour les formes graves, c'est très important, pour les gens à risque, pour les gens à comorbidité, et on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de gens à comorbidité, quand hélas, ils décèdent, on met Covid. C'est-à-dire, tout le monde est étiqueté Covid, ce qui est un véritable problème. Oui, mais il y a le silence, si vous voulez, sur le fait qu'il y a d'autres solutions pour traiter les gens qui sont infectés. Lesquels ? Ce qu'on appelle les traitements précoces, n'est-ce pas ? Alors on va sortir l'ivermectine, Raoult et compagnie. Raoult et compagnie, ça marche. Les pays qui utilisent ça ont moins de cas graves, justement. Alors, c'est un mensonge par omission, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que il y a une sorte d'engrenage où les médias, les fabricants ont eu une influence très importante pour dire consigne, on ne parle que du vaccin, pas d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qui ne coûtent pas cher en plus. On va se retrouver juste après ça avec Luc Montagnier et ensuite avec les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Et vous allez prendre la parole au 0826 300 300 et nous allons aborder tous les sujets puisque nous parlons vrai. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le professeur Luc Montagnier, effectivement, que l'on connaît, et on a parlé du prix Nobel, on a parlé de sa carrière, et on a parlé de la vive polémique, et qu'il continue effectivement de susciter, avec ses prises de position sur les variants, sur les vaccins, sur l'origine effectivement du coronavirus, avec les laboratoires. Mais justement, professeur Montagnier,
Montagnier, on a commencé à parler des prions et on a commencé à parler des effets secondaires, notamment sur des sportifs et autres. Mais vous dites, et pour le moment, on a dit, on va pas revenir là-dessus, que c'était pour le moment très minoritaire, qu'il y ait quelques cas, mais vous dites, attention, nous sommes dans un processus qui peut effectivement donner des conclusions. Qui va boule de neige. Oui, absolument. Mais comment ça se fait? Alors, expliquez-nous. Les prions, d'abord, sont contagieux, on peut dire, n'est-ce pas? Enfin, évidemment, ils ne sont pas contagieux par l'air, pour l'instant. Oui, ils ne sont pas transmissibles d'humain à humain. D'humain à humain, mais enfin, il faut se rappeler quand même de l'histoire de la vache folle, n'est-ce pas? Et de l'histoire aussi de 120 enfants, ou 119, qui sont morts de Creutzfeldt-Jacob, parce qu'ils ont reçu chacun une injection d'hormones de croissance préparées à partir du cerveau, de l'hypophyse de gens âgés. Et ces gens âgés n'étaient pas atteints de Creutzfeldt-Jacob, ils étaient atteints peut-être d'Alzheimer ou de Parkinson, mais pas de Creutzfeldt-Jacob. Donc l'hypothèse est que l'aluminium, c'est l'aluminium qui est le facteur adjuvant principal de ces vaccins contre la grippe, etc., qui forment des complexes avec des protéines des neurones, n'est-ce pas? Et donc, il est possible que l'aluminium soit également présent dans les vaccins actuels, n'est-ce pas? Utilisés contre mais on le n'est pas corona. sûr de cela, c'est pas prouvé. On n'est pas sûr, mais enfin, même des traces peuvent être toxiques, surtout s'il y a répétition tous les ans des vaccinations contre la grippe, par exemple. Donc vous, par exemple, quand on parle aujourd'hui de 3e dose et peut-être de 4e dose ou plus, vous vous dites attention. Alors, il y a un modèle animal, si vous voulez, il y a des moutons qui ont été étudiés en Espagne, qui ont été vaccinés contre un vaccin de virus de mouton, on peut dire, mais qui ont fait un changement de comportement total. Ils se sont grattés et ils ont ressemblé à des moutons atteints par la maladie de l'équivalent de la maladie de Creutzfeldt-Jacob chez les moutons. Les moutons fous comme il y a eu la vache folle. Le scrépie. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, on peut donc faire l'hypothèse, alors ça avait été publié, mais là aussi censuré par l'éditeur Elsevier de ce travail, qui avait été revu par des experts, c'est pas accepté par des experts. Donc il y a, si vous voulez, un voile de mensonges depuis des années. Et donc là, on peut penser que l'aluminium de ces vaccins contre les moutons, car l'aluminium tout seul, répété, injecté à des moutons, reproduit également les mêmes problèmes de maladie. Donc on peut imaginer qu'il y a chez l'homme, si vous vaccinez de façon répétitive avec un vaccin contre l'aluminium, vous créez un terrain de croissance des prions. Vous dites en fait, si vous avez un problème, faites une sérologie, faites un examen de sang, et si vous avez suffisamment d'anticorps, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner, grosso modo, c'est ce que vous dites ou pas, vous? Non, si vous avez soit des anticorps, soit non. Il y a des gens qui ne font pas d'anticorps, mais ceux qui font des anticorps peuvent s'infecter à nouveau quand même par le virus. Pas. Ouais. Je répète, parce que le virus utilise des anticorps facilitants. Il ne faut pas oublier ça. C'est bien connu, notamment pour la dengue, n'est-ce pas? Mais apparemment, personne ne parle de ça. Oui, parce qu'on dit les anticorps, ben justement, ça protège. Les anticorps ne protègent pas. D'accord. Donc, vous, en fait, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous dites, allez, stop, c'est-à-dire, quelque part, il faut quoi? Il faut un moratoire, il faut réfléchir à ça. Je crois qu'il faut arrêter, quand il y a des morts, si vous voulez, même en petit nombre, il faut arrêter. Vous voulez dire, un mort pose question, quoi. C'est ce que vous avez dit. Un mort pose question, un mort pose question. Et cette mort encore plus. Ouais. Et 20 morts, selon Radio-Canada, qui, je le répète, a décrit le même syndrome, mais sans parler du vaccin, si vous voulez. Mais alors, non, mais c'est vrai que la question qu'on se pose, est-ce que si on n'est pas vacciné,
vraiment la question qu'on pose. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une flambée, je ne dirais pas un holocauste, mais une flambée de morts ou de réanimation énorme? C'est pas ce qui s'est passé. Toutes les statistiques des tous les différents pays maintenant, on peut donc faire un bilan, si vous voulez. Et le bilan, c'est à chaque fois un pic d'infection après l'inoculation du vaccin. C'est la première phase. Et ensuite... Non, mais il y avait l'infection avant le vaccin, déjà. Rappelez-vous, c'était en 2020, début 2020. Voilà. Il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là. Alors, il n'y avait pas de vaccin, et il n'y avait pas non plus de pandémie, on ne peut pas dire, n'est-ce pas? Oui, c'était 0,5%. C'était essentiellement une maladie chinoise. Il ne faut pas oublier ça. Et en fait, elle s'est répandue dans le monde entier. Et comment vous expliquez? Alors là, je fais appel peut-être au-delà du virologue et au-delà du biologiste, au citoyen, à l'homme, à l'intellectuel Luc Montagnier. Comment ça pu se répandre? Enfin, il y a eu une espèce d'extraordinaire, je dirais, à l'échelle mondiale, évidemment. On connaît les réseaux, on connaît les moyens d'information. Mais comment vous expliquez qu'il y a eu cette espèce d'extraordinaire panique au mauvais ou bon sens du terme à l'échelle mondiale? Ben parce que nous sommes dans un milieu, on peut dire global maintenant, n'est-ce pas, dans un monde global, et tout circule très vite. Et d'ailleurs les virologues avaient pensé bien des fois à une infection virale d'origine respiratoire qui pourrait se répandre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était pas absolument imprévu depuis des années. Et même certains avaient fait un scénario. Donc, si vous voulez, tout s'est enclenché très vite. Pourquoi? Parce que les gens étaient... Enfin, les gens actifs, si vous voulez, les actifs sur ce sujet étaient déjà préparés, n'est-ce pas? Notamment, il y avait beaucoup d'espoir sur les vaccins ARN messagers, n'est-ce pas? Bien sûr, qui portent l'information pour un virus et qu'on peut donc utilisé comme vaccin. Tout à fait. Et c'était une erreur, parce que malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Quand vous injectez quelque chose, ça se répand un peu partout. Les macrophages sont là pour diffuser la protéine virale, avec des effets imprévus, justement. Donc ça a été très... Enfin, à mon avis, c'est une très grande erreur. Et il faut reconnaître ces erreurs. Bon, ça peut arriver. Si on ne fait rien, on peut avoir une catastrophe. Je pense que notre civilisation est en danger. Ah oui, vous allez jusque-là? Je vais jusque-là. C'est grave, enfin c'est très grave, mais effectivement, vous le dites, il faut savoir ce qui va se passer, mais vous imaginez un peu le sentiment de milliards de gens qui disent on a été vaccinés, on fait quoi? Je crois qu'on va aller vers une 5e phase où on aura traité beaucoup de gens malades du vaccin. Bah écoutez, j'espère que, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'estime pour vous, j'espère que vous aurez tort. J'espère aussi. J'imagine. J'espère aussi. On se retrouve juste après ceci avec les auditeurs de Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà le moment où vous prenez la parole pour poser vos questions au professeur Montagnier. Et nous sommes tout de suite avec Marc Doyer. Vous nous appelez de l'Oise et vous avez un témoignage très fort à nous faire. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc Doyer. Bonjour, merci de me recevoir. Alors moi, j'ai eu l'occasion de témoigner déjà il y a 15 jours sur un média et j'ai lancé un appel à ce moment-là à témoin parce que j'ai fait état de ce qui m'arrive, c'est-à-dire que mon épouse, après vaccination, a commencé à développer des petits symptômes. Pour finir au bout de 2 mois avec un diagnostic terrible de Creutzfeldt-Jakob. Donc ce que je voudrais dire à vos auditeurs, c'est que vulgairement on appelle ça la maladie de la vache folle. Ouais. Donc c'est pas anodin, c'est pas un petit mal de tête. Vous voyez là, j'ai une main avec mon téléphone et j'ai l'autre main dans la main de mon épouse parce qu'elle fait des crises d'angoisse régulièrement. Ouais. Donc je vis ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de Bernard, Stéphanie, Philippe, Pierre, Morissette, parce que ce ne sont pas des statistiques, ce sont des êtres humains et vos auditeurs peuvent se reconnaître dans ces prénoms-là parce que demain, ça peut être leur frère, leur père, leur mère, leur fils. Et qu'aujourd'hui, depuis mon témoignage en 10 jours,
j'ai reçu 5 cas similaires de personnes qui sont atteintes de cette maladie, donc la maladie de la vache folle. Ouais. Tous les 5 ont développé les premiers symptômes après la deuxième injection Pfizer. C'est-à-dire qu'on parle d'une maladie extrêmement rare, un cas sur 1 million. Donc, Oui, au c'est niveau, ce que nous a dit le professeur Montagnier, ce qu'il est en train de nous dire, oui. C'est-à-dire que statistiquement, c'est tout à fait impossible que vous ayez d'un seul coup 5 personnes qui développent cette maladie après la vaccination. J'entendais ce matin sur une radio concurrente le professeur Alain Fischer qui disait ne pas confondre concomitance et causalité. Donc moi j'aurais une question à poser à ce professeur en lui disant mais expliquez-moi pourquoi ces 5 personnes n'ont pas développé la maladie avant le vaccin, c'est-à-dire 1 mois avant, 2 mois avant, ou 6 mois après. Là, elles l'ont développé toutes 15 jours après la vaccination Pfizer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que le professeur Montagnier a dit tout à l'heure qu'avec un accident, il faudrait arrêter le vaccin. Là, il n'y en a pas un, il y en a 5. Il y en a même en réalité 6, parce qu'il y a une famille qui est tellement ravagée qu'elle ne souhaite pas témoigner parce qu'elle préfère oublier tellement cette maladie est dure. Moi, je vis un enfer au quotidien. Mon fils Romain vit un enfer au quotidien. Les filles de Morissette, Christelle et Corinne vivent un enfer au quotidien. Aujourd'hui, si je témoigne, c'est parce que je trouve que maintenant, on ne peut plus parler de bénéfices risques, mais on doit parler de principe de précaution, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer ça à des familles. Voilà. Et ce que je voudrais demander au professeur Montagnier, c'est moi, je sais qu'aujourd'hui, mon épouse, alors on me dit qu'elle avait ça en elle. Je trouve que c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'on va me la tuer encore 3-4 fois. C'est presque si c'était de sa faute. Ce que je voudrais savoir, c'est si finalement, et là, comme vous le disiez tout à l'heure, André Berkoff, j'espère qu'il se trompe, c'est qu'est-ce qui nous dit pas que dans, par exemple, 10-15 ans, parce que c'est une maladie normalement qui met énormément de temps à incuber, des gens qui ont été vaccinés aujourd'hui ne vont pas développer cette terrible maladie. Voilà. Oui, Marc, vous posez la question, Marc Doyer, merci de votre témoignage. Professeur Montagnier, voilà, un exemple, effectivement, Marc Doyer, vous parliez de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des prions, elle l'a eu, et puis d'autres familles. Qu'en dire? Et c'est vrai que c'est quoi? C'est une bombe à retardement? Je crois qu'il faut appliquer le principe de précaution, n'est-ce pas? On n'est pas sûr, bien sûr, que ça va arriver, mais il y a un risque, ça peut arriver. Et que même la surprise, c'est quand même ça s'est produit beaucoup plus tôt qu'on croyait. On n'est même pas il y a un an des premiers vaccins, des vaccinations, et on a déjà ces effets. Alors, est-ce que ces 5 cas vont être restés exceptionnels, isolés? Je ne crois pas, puisqu'on a déjà, je répète, Radio-Canada annonce une vingtaine de cas de Creutzfeldt-Jakob de maladie. Mais à vérifier quand même. À vérifier, mais sans surtout montrer les vaccins. C'est une erreur. Il faut examiner toutes les hypothèses. Et l'hypothèse que ça vient des vaccins est une hypothèse à considérer et à analyser. Je ne dis pas. Mais en précaution, il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter qu'il y ait d'autres morts. Et en plus, ce qui m'inquiète, c'est les enfants. On est en train de vouloir vacciner les enfants. Oui, en Amérique même, ils sont presque aux 0,5 ans, enfin aux 2,5 ans. Ces enfants vont mourir peut-être un jour. Même s'ils meurent 10 ans, 20 ans plus tard, vous tuez une génération. Donc c'est notre génération, notre civilisation qui est en cause. Il faut bien voir qu'il faut prendre des précautions. Sinon, on va à la catastrophe. Oui, vous vous dites effectivement, même, enfin, parce que, et heureusement, on n'est pas sûr du tout que ce sont les vaccins mais vous dites, dans le doute, on s'abstient, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est votre position. Augustin. Merci Marc pour votre témoignage. Nous sommes maintenant avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Oui, Pierre, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour André, très heureux de passer à votre antenne et vous pouvez être très fier du courage que vous avez parce qu'aujourd'hui le journalisme en France, je pense qu'il y a une chape de plomb sur la France entière, c'est très compliqué. Moi j'ai été éveillé par le professeur Montagnier, j'ai eu très peur suite à ses premières déclarations concernant les vaccins. Oui. Et donc je ne suis pas fou ni complotiste, je suis un chef d'entreprise, j'ai un passé plutôt militaire. Oui. Et quand j'ai entendu le professeur Montagnier, je me suis dit c'est quand même le prix Nobel de sciences. Et on n'écoute pas ce garçon.
Et donc j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis au final, on se rend compte qu'autour de nous, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens qui sont double vaccinés, qui sont pas très bien. Et moi, ma question elle est simple. Est-ce que c'est pas déjà trop tard au final? Puisqu'on nous parle de 51 millions de vaccinés, et si on se rend compte qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, est-ce que c'est pas déjà trop tard pour notre population? Professeur Montagnier, c'est dur d'entendre ça, mais je comprends ce que dit effectivement bien. Est-ce que c'est pas, quand il dit c'est pas trop tard, c'est-à-dire il y a les effets, tout ça, mais est-ce que c'est inéluctable? On peut quand même espérer que ce n'est pas du tout inéluctable. C'est inéluctable si on fait rien, si on fait pas de recherche. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous dites qu'il y a des solutions. Alors, justement, quelles solutions? À part les traitements précoces, on en a parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut analyser les protéines modifiées qu'on trouve chez ces patients, oui, et peut-être faire de la génétique moléculaire de haut niveau. De la génétique moléculaire, oui. De haut niveau. Mais ce qui pose aussi un problème, parce qu'on agit sur il faut agir sur notre génome, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, il faut du temps pour ça, il faut des expériences chez les animaux, etc., avant de toucher à notre génome. Oui, vous voulez dire que là, il y a effectivement le génome qui est touché, et pour le meilleur et pour le pire. C'est ça qui est... En fait, il y a une incertitude. Il y a une incertitude, mais j'ai aussi de l'espoir dans les ondes. C'est-à-dire, il faut vraiment transformer la médecine et traiter, modifier par les ondes électromagnétiques. Alors, on a des ondes peut-être néfastes, comme dans la 5G, mais il y a probablement aussi des bonnes fréquences. Alors il faut donc faire toute une recherche. Que la science continue de travailler. La science continue de travailler, et surtout appliquer donc à cette maladie, à ces cas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas surtout, et c'est aux savants, aux biologues, je sais pas, est-ce qu'il ne faut pas du tout que la médecine retrouve sa vocation de traiter? Après tout, ça s'appelle le médecin traitant. Je ne vais pas parler du serment d'Hippocrate. Exactement. Il y a eu dès le début donc des trouvailles, on peut dire, l'effet de l'hydroxychloroquine, etc. Donc si on laisse les médecins observer et parler, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une sorte de voile, de chape de plomb, chape de plomb, de mensonges. Il faut réhabituer le médecin à prendre des initiatives et ne pas avoir peur. Actuellement, tous les jeunes médecins ont peur parce que de leur carrière, etc. S'ils ne suivent pas il y a un ordre en plus. L'ordre règne à Varsovie, comme on dit. Hein. Eh bien, l'ordre si mauvais, il faut le supprimer, c'est tout. Merci Pierre pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Christian qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Christian. Christian, bonjour, oui. Oui, bonjour. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler, André Berkoff et professeur Luc Montagnier. Déjà, je dirais que votre émission est un espèce d'îlot de parole libre face à la pensée unique qui domine actuellement depuis 2 ans. Merci, on essaye. Oui. Alors, moi, j'ai suivi en long et en large, étant professeur retraité, j'avais le temps, et j'ai suivi la question de l'origine du virus. Oui. Et donc, chronologiquement, j'avais noté dès janvier 2020 que sur un serveur qui sert au préprint, des chercheurs indiens de l'université de New Delhi avaient publié un document, donc une recherche, où ils avaient relevé les insertions dans les protéines spike. Et ce document a suscité un tollé parmi certains scientifiques, je pense, et ils ont été forcés de le retirer. Vous dites début 2020, janvier 2020, ça? C'était 30 janvier 2020, moi j'avais. D'accord. Voilà. Et malgré ça, d'ailleurs, le professeur Olivier Schwartz, qui est directeur scientifique de l'Institut Pasteur, s'est quand même appliqué à réfuter cette hypothèse, et en disant que c'était un phénomène naturel d'évolution des virus entre les virus de chauve-souris et de pangolin. Ouais. Ceci a été repris d'ailleurs de façon unanime par les médias mainstream. Donc le professeur Luc Montagnier, dont je salue le courage, je dirais, le 17 avril 2020, je crois, expliquait à la télévision avoir étudié avec un mathématicien le génome du virus
et avait conclu qu'il y avait des séquences, bon je ne prends pas le détail, mais il y avait des séquences qui étaient insérées dans le génome et que cela relevait d'un travail de biologie génétique et que c'était très peu probable que ça soit naturel. Alors immédiatement d'ailleurs, les médias mainstream ont attaqué le professeur ad nominem, le traitant de vieux savant au déclin, etc., oubliant quand même que c'est un prix Nobel de médecine, 2008. À la suite de ça, j'avais noté que le 23 avril 2020, le Daily Mail rapportait les propos d'un microbiologiste russe de premier plan, le professeur Peter Shumakov, qui affirmait lui aussi que le virus était le fruit de travaux de modification génétique au laboratoire de Wuhan. Oui, en Chine, exact. C'est ça. En juillet 2020, le docteur Li Mengyan, qui est une virologue chinoise de l'université de Hong Kong, ancienne référente à l'OMS pour la Chine, s'enfuit aux États-Unis après avoir essayé en vain d'alerter les scientifiques de Chine des dangers de ce virus qu'elle avait étudié. Et elle expliquait en détail dans un interview passé sur Fox News l'origine du virus et comment ça avait été fabriqué, etc. Bon, et d'ailleurs, elle indiquait, enfin j'avais noté ça, que c'était initialement une arme biologique connue sous le nom de ZC-45 par les militaires chinois. Voilà. Et donc ça avait fait grand bruit, je pense que c'est passé, on l'a tous vu sur YouTube, etc. Voilà. À la suite de ça d'ailleurs, l'ancien stratège de la Maison Blanche, Steve Bannon, reprenait donc ses propos, accusant la Chine d'être à l'origine de ce virus, et Donald Trump, en conséquence, retirait les enfin je ne sais pas si c'était une conséquence directe, mais retirait de l'OMS les USA. En juillet 2020, le professeur italien Joseph Trito, universitaire international, publiait un ouvrage dont le titre traduit en français était « La chimère qui a changé le monde. Covid-19 vient de Wuhan ». D'accord. Voilà, essayons d'avancer, Christian, parce que effectivement, c'est bien de refaire donc on reprend exactement la même chose dans les propos d'Henri Oncourt, qui est une chercheure de l'INSERM française. Et on a établi depuis que Fauci, par l'intermédiaire des États-Unis, avait fait financer les recherches sur le coronavirus dans le laboratoire de Wuhan, et en particulier, il faisait une recherche de gain de fonction. Oui, les fameux gains de fonction, oui, absolument. De modification du virus, de sorte qu'il devienne transmissible à l'homme, et en particulier par l'insertion qu'avait décrite Henri Oncourt, une insertion de furine entre les protéines S1 et S2, qui faisait que ça se liait très facilement à nos récepteurs. Christian, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre 1 heure d'émission, on n'a pas le temps, mais c'est très bien d'avoir effectivement rappelé l'historique de ça, et on va demander après juste une petite interruption à Luc Montagnier de répondre à tout cela, mais vous avez excellemment retracé, en tout cas, ces versions des faits qu'on a tendance à oublier, dont on parle assez peu. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et après, effectivement, l'historique qu'a fait Christian, notre auditeur, et c'était un historique qu'il fallait rappeler. Effectivement, professeur Luc Montagnier, on peut se poser évidemment, et on s'en pose, beaucoup de questions sur l'origine du virus. Ça nous prendrait encore une autre émission, et malheureusement, on n'aura pas le temps, en tout cas cette fois-ci, et quitte à revenir. Mais au fond, on peut se poser vraiment des questions sur est-ce que ce virus est apparu des fruits d'un pangolin, d'une chauve-souris? Est-ce qu'il a été manipulé à Wuhan dans le laboratoire avec les Américains et effectivement le travail de Fauci sur les gains de fonction? Votre sentiment, votre opinion là-dessus? Oui, c'est une origine assez compliquée, d'autant qu'on a peut-être raté un cofacteur important dans cette affaire. Là, il y a bien sûr un virus, mais est-ce qu'il est tout seul ou non? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et des résultats obtenus par les Chinois dans le sud de la Chine, en Yunnan, suggéraient que du virus brut, on peut dire, c'est-à-dire contaminé par des bactéries, était beaucoup plus pathogène que le virus tout seul. Et donc, les Chinois se sont fourvoyés un peu
en ignorant ce deuxième cofacteur qui est une bactérie ou un groupe de bactéries. Et donc, on travaillait sur un virus purifié sans bactéries. Ce virus était peu pathogène. Et il est redevenu pathogène quand il a commencé à être répandu chez les humains, d'abord en Chine, puis ailleurs. Oui. Donc, il y a probablement ce cofacteur qui continue à agir, qui est très important parce qu'il augmente la multiplication de ce virus d'une façon très importante. En fait, vous savez, quand on vous écoute depuis le début de cette émission, et c'est à la fois passionnant et angoissant, on se dit, on sait beaucoup de choses. Ça fait quand même 2 ans, ou presque 2 ans, que l'on parle de tout cela, mais il y a encore énormément d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus, et notamment dans les effets secondaires, n'est-ce pas ? On n'est pas là, on est au début plutôt qu'à la fin. Alors, prudence, et arrêtons les vaccinations de masse. Ah oui, vous êtes carrément pour cela, vous l'avez dit. Je le répète, il faut arrêter. C'est pas éthiquement acceptable de voir des gens, des jeunes, des enfants mourir de cette maladie. Et alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, en attendant, vous dites qu'il y a des travaux à faire, effectivement, que ce soit sur les ondes, sur la génétique, etc. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez, les gens qui nous écoutent se disent, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, d'un côté, on attend la catastrophe, ou de l'autre côté, on attend l'espoir, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Il faut d'abord arrêter. Il faut arrêter. C'est la première des choses. Penser que si on arrête, on va peut-être sauver des vies. N'est-ce pas ? Oui, mais en attendant, alors, parlons du citoyen. En attendant, moi, tous, vous, etc., il y a le pass sanitaire, on vous parle de la 3e dose, on n'aura plus de pass sanitaire si on ne passe pas la 3e dose, on est en train Je crois qu'il faut changer totalement d'orientation, de paradigme, et tenir compte qu'il existe des traitements anodins, sans effet secondaire, qui permettent d'éviter les effets graves de cette infection. Donc, aujourd'hui, la solution, elle est politique. Tout à fait. C'est ça. Elle est absolument politique, elle est dans les mains des gouvernements. Donc, c'est au gouvernement de prendre la responsabilité. Voilà. Et comment on peut les convaincre ? Comment vous les convainquez, ces gouvernements ? Vous pouvez... Ils vous écoutent plus, là, en ce moment. Vous pouvez voter aussi, vous pouvez voter. Ouais. Et alors, juste avant qu'on reprenne, parce que là on n'aura pas le temps de reprendre, hélas beaucoup d'auditeurs nous ont appelés pour vous, mais je voudrais poser une dernière question à Luc Montagnier. Au fond, vous regardez enfin votre itinéraire, et quel itinéraire de ce que vous avez fait. Au fond, ce que vous dites aujourd'hui est dans la droite ligne de toutes vos recherches, de tout ce que vous avez fait depuis le CNRS, depuis Pasteur, etc. Est-ce que vous êtes dans la droite ligne cohérente de ce que vous avez fait depuis les années 60 ? Je le crois, et j'ai toujours à l'esprit, et c'est un souvenir très, très vivant, que des enfants sont morts, n'est-ce pas ? Par la bêtise humaine, l'ignorance humaine. Oui. Vous parlez des enfants... Des enfants de leur monde de croissance, qui sont tous morts, de Creutzfeldt-Jacob. Et non seulement les tribunaux ne s'y intéressent plus, mais également les chercheurs, n'est-ce pas ? Personne ne s'est posé la question, pourquoi ? C'est pas clair. Et donc on gagnerait beaucoup plus en étudiant cette situation avant qu'elle devienne catastrophique. Oui. Vous dites, prenez le temps de creuser, prenez le temps d'étudier, absolument, etc. Absolument. En fait, ce que vous dites, c'est ça. C'est, au lieu de pratiquer les sermons d'Hippocrate, retrouvons le serment d'Hippocrate. Absolument. Observons Hippocrate, primum non nocere. Non nocere. Absolument. Et surtout, réécoutez-nous sur Dailymotion. Vous pourrez retrouver toute l'intégralité de la vidéo sur Dailymotion et en podcast sur sudradio.fr, l'interview du professeur Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008. Et puis dans un instant, Brigitte Lahaie.